Bonjour. Promouvoir et rendre accessibles les arts et la culture aux citoyens est une noble mission. Cela dit, il n'en reste pas moins vrai que certaines formes de solidarité ne trouvent pas nécessairement une bonne réception auprès de certains groupes imbus de l'idée que, chez moi, cela se passe comme ça. Et de là, les dynamiques de l'intégration subissent des remous quant à la création d'espaces et de dialogue et de rapprochement interculturels. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Fatia Bensalah, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke et diplômée en éducation et en communication, avec un baccalauréat en psychosociologie de l'Université de Montréal, ainsi qu'une maîtrise en médiation interculturelle de l'Université de Sherbrooke. Son expérience migratoire et son parcours académique l'ont amenée à poser un jugement critique et éclairé sur les enjeux interculturels et sur les pratiques de la gestion de la diversité culturelle au Québec. Elle est engagée dans une mission de formation citoyenne qui vise la création des espaces de dialogue et de rapprochement. Elle est impliquée dans plusieurs milieux en tant que co-thérapeute transculturelle, conférencière et consultante en médiation interculturelle. Également chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Fatia Bensalah fait partie des 50 femmes universitaires militantes et artistes qui ont écrit le livre « Femmes et féminisme en dialogue » sous la direction de Michel Vatz-Laroussi, Chantal Doré et Liliana Kremer. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Madame Bensalah, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous chez Art et Lettres, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke dont vous êtes diplômée en éducation et communication et un bac en psychosociologie et maîtrise en médiation interculturelle. En quoi ces deux disciplines se rejoignent justement? Écoutez, pour vous expliquer comment je me suis retrouvée dans ce programme de médiation interculturelle, c'est qu'au départ, moi je suis formée en psychosociologie. Donc en psychosociologie, je me suis surtout penchée sur la question de tout ce qui est vécu comme difficultés, obstacles d'intégration et son impact sur la santé mentale des immigrants. Et puis, fini mon bac, j'étais comme restée sur ma soif par rapport à tout ce que j'avais appris. J'avais l'impression que je devrais apprendre encore plus. Et en cherchant quoi faire comme maîtrise, je suis tombée sur la médiation interculturelle et j'ai vu, en creusant un peu dans les programmes, que ça rejoignait vraiment et ça complétait ma formation de base. Donc, je suis restée toujours dans ce projet professionnel auprès des immigrants pour travailler pour les immigrants et avec les immigrants. Auprès des nouveaux arrivants. Exactement. Et les réfugiés aussi. D'accord. Et puis donc, vous enseignez justement la médiation et vous êtes consultante aussi oui. en médiation. Mais ma question, elle est précise. Est-ce qu'on dit médiation culturelle ou interculturelle? Il y a la médiation interculturelle qui consiste en tout ce qui est art, etc. Mais moi, je suis dans la médiation interculturelle. Dans le mot interculturel, il y a le mot inter, le préfixe inter. Entre interculture. Exactement. Et culture qui est le radical du concept. Donc, par interculturel, c'est vraiment la notion de relier ou de mettre en place un dialogue, d'instaurer un dialogue, une communication entre deux cultures ou plus. Très bien. Donc interculturel, entre cultures à ce niveau. Mais quand on parle de médiation culturelle, est-ce qu'on fait référence juste à l'appartenance identitaire à ce moment-là ou on parle d'une médiation, n'importe laquelle on fait référence surtout à la question identitaire, oui, parce que ça consiste à instaurer un dialogue, comme je viens de le dire, entre deux personnes ou deux groupes ou deux institutions d'appartenance d'origine plutôt différente, donc d'identités différentes. Mais ça peut aussi se faire dans la même société auprès de différents groupes, mais des groupes qui ont une identité collective commune, comme c'est le cas du Québec, étant donné qu'on est dans une société de diversité culturelle. Et ça peut aussi s'instaurer à ce niveau-là aussi, oui. Très bien. Donc la médiation interculturelle, est-ce qu'elle juge toutes les cultures, y compris justement la société
qui nous accueille justement? Tout à fait. Donc, elle englobe toutes les cultures des groupes communautaires qui viennent d'ailleurs, mais ça inclut aussi la société d'origine, la culture de la société d'origine en premier plan, surtout. En premier plan, parfait. Ouais. Et donc, elle permet, si je ne m'abuse, aussi l'épanouissement de ces solidarités entre ces minorités et entre ces nouveaux arrivants. Comment ces formes sont-elles, comment ces formes sont renforcées et validées dans le cas, par exemple, des femmes issues des minorités culturelles, et surtout les femmes musulmanes? Ok, là, je voudrais, si vous permettez bien sûr, revenir un peu sur le contexte duquel la médiation interculturelle a émergé. Bien sûr. Elle a émergé lors de la crise sur les accommodements raisonnables, donc en 2007. En 2008, on a constaté tout simplement au Québec qu'à chaque fois qu'il y avait des débats sociaux ou des polémiques qui en résultent automatiquement, il n'y avait pas de professionnels, des personnes ressources pour justement favoriser ces espaces de dialogue de façon sereine et constructive. Et il n'y avait pas aussi des personnes qui étaient en mesure d'encadrer ces dialogues. Donc, un groupe de chercheurs de l'Université Sherbrooke a mis en place le programme de la médiation en question, exactement. Et puis, ça a commencé en 2008. La première cohorte, nos premiers diplômés, c'était exactement en 2008. Et ça continue jusqu'à 2008, jusqu'à 2015, c'était au campus principal à l'Université de Sherbrooke. Oui. De 2015 jusqu'à maintenant, c'est au campus de Longueuil. Donc, on a un peu transféré le programme à Longueuil pour répondre aux besoins des étudiants qui sont majoritairement résidents à Montréal. Puis, on a beaucoup d'étudiants aussi, des étudiants étrangers qui viennent d'ailleurs pour faire cette formation. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, l'objectif de la médiation interculturelle, c'est vraiment établir ou de rétablir des liens entre les communautés. On a constaté à partir des accommodements raisonnables qu'à chaque fois qu'il y avait des débats sociaux, il se passait pas automatiquement de façon sereine et constructive. Donc il fallait contrer toutes ces polémiques-là, il fallait vraiment faire ce travail-là. Et voilà, donc elle vise à établir, comme je viens de le dire, et rétablir des liens. Et l'objectif vraiment, c'est de construire des solidarités. Et puis, vous savez, le conflit, il fait partie du quotidien. C'est normal, un conflit. C'est comment gérer les conflits qui est problématique. Tout à fait. Comment le gérer, comment instaurer aussi ce dialogue pour qu'il soit continué. Parce que j'imagine que le dialogue aussi, c'est quand même le vecteur de ce rapprochement en termes de médiation. Exactement. Et pour justement revenir à la question des femmes musulmanes dans la société québécoise, les femmes musulmanes, elles sont parfois au centre d'un débat souvent polémique, il faut le dire, mais c'est bien dommage. Moi, je le dis en partant de mon expérience, parce qu'on ne regarde pas ce que font ces femmes musulmanes dans la société québécoise et pour la société québécoise, mais elles deviennent comme un objet au centre d'une polémique, des discussions, des débats sociaux, mais on n'intègre pas ces femmes dans ces discours. Donc, on parle pour elles, on parle d'elles, mais on ne parle jamais avec elles. Donc, c'est un peu problématique. Justement, on parle d'elles, on ne parle jamais d'elles parce qu'on se demande pourquoi on les interpelle. Je pense qu'on va revenir justement sur cette question. On va le faire après la pause. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée, Madame Fatia Ben Salah. Alors, Madame Ben Salah, justement pour rebondir à cette question que les femmes musulmanes sont plus ou moins ciblées comme des femmes vulnérables. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Pourquoi, à votre avis, elles sont même ciblées? Elles sont ciblées parce il se trouve que... D'abord, je voudrais préciser une chose très importante. Les femmes qui dérangent, ce n'est pas les femmes qui sont au foyer, qui ne font rien. C'est les femmes qui travaillent, qui sont intellectuelles, qui prennent la parole, qui ont une voix qui dérange un petit peu parce que ça met en contradiction un peu les schèmes culturels de la société majoritaire qui, pour elle, la femme musulmane est une femme soumise, vulnérable, etc., etc., etc. C'est un cliché. C'est un cliché, tout à fait. C'est un cliché, tout à fait. Donc, et quand on est confronté à une femme musulmane qui prend la parole, qui a fait des études, qui prend sa place dans la société, on est comme un petit peu confronté à soi-même parce que on ne peut pas la mettre dans une catégorie. Elle sort des catégories dans laquelle elle a été souvent placée, mise dedans.
Et puis, ça remet en question toute notre façon de réfléchir. Et vous savez, l'esprit humain, il n'aime pas les difficultés, les complexités. On cherche les facilités. On cherche toujours la simplicité. Exactement. Ce qui est naturel. Et justement, là, j'imagine qu'on est aussi dans un contexte de femmes musulmanes, mais de féminisme. Et à ce moment-là, j'aimerais signaler la parution de cet ouvrage, mesdames et messieurs, Femmes et féminisme en dialogue, sous la direction Michel Vaz-Laroussi, Chantal Doré, Liliana Kremer. Plus de 50 co-auteurs dont vous faites partie, Madame Messala? Oui, tout à fait. Alors, cet ouvrage, c'est vraiment l'issue d'un travail de 5 ans, de 5 années d'un cheminement, d'une recherche qui a cheminé sur 5 ans. Très bien. Il a commencé en 2015 et il a pris fin en 2019 avec l'apparition de cet ouvrage, justement. Donc, c'était vraiment... L'idée est commencée... On est parti d'une idée toute simple. C'était vraiment de créer un espace de dialogue entre les femmes de toutes les cultures, de toutes les idéologies, qu'elles appartiennent à une confession, tout à fait. Donc, qu'elles appartiennent à une confession religieuse ou non, qu'elles soient donc vraiment, c'est vraiment des réalités, des femmes avec des réalités tout à fait différentes. Puis on s'est rendu compte que finalement, ça prenait quand même de l'ampleur. Le projet commençait à prendre de l'ampleur. Et il y a Michel Laroussi, qui est très connu dans ce domaine, sur la question, qui a beaucoup de travail sur la question de l'immigration et des femmes notamment. Elle a essayé un peu d'élargir ce projet à un niveau international, ce qui fait qu'il a pris un petit peu sa place un peu partout. Donc, on a travaillé dans 12 pays. Dans 12 pays, faudrait-il mentionner. Du Nord et du Sud, comme par exemple la Suisse, la France, l'Algérie, le Maroc, Madagascar, le Mexique, le Pérou, pour ne citer que ces pays-là. Et puis, il y avait comme la contribution de 50 auteurs, mais la participation, quand même, elle a eu lieu avec presque 1000 femmes. Avec 1000 femmes de partout. De partout dans le monde. De partout dans le monde. Le projet, il visait vraiment à amorcer un dialogue sur beaucoup de questions relatives, comme les questions relatives à l'identité, à la religion, qui était quand même centrale dans les dialogues, à l'appartenance, à vraiment des questions, à l'altérité, tout à fait ça. Le féminisme aussi, et la question du féminisme qui est très importante, et les définitions des féminismes. Puis il aborde, excusez-moi, il aborde les perspectives de l'intersectionnalité, un terme qu'on retrouve beaucoup. Dans quel sens? L'intersectionnalité, vous savez, on n'en parle pas beaucoup, malheureusement. C'est un concept qui commence à prendre de l'ampleur. On a beaucoup de chercheurs au Québec qui ont travaillé sur cela. Il y a Michel, bien sûr, qui a travaillé sur ça. Il y a aussi Sirma Bilk de l'Université de Montréal qui a beaucoup travaillé sur l'intersectionnalité. Il y a Liliane Rachidi aussi qui a beaucoup travaillé qui enseigne à l'UQAM. Oui, l'intersectionnalité, c'est quand plusieurs éléments se retrouvent en la même personne. Par exemple, je vais vous citer un exemple. Si je suis une femme musulmane voilée, handicapée et de couleur noire, c'est de l'intersectionnalité. Donc, je vais être vraiment dans plusieurs éléments. Vous êtes dans plusieurs éléments. Exactement, c'est ça l'intersectionnalité. Et il se trouve qu'effectivement, les femmes immigrantes, plusieurs d'entre elles se retrouvent dans l'intersectionnalité. Excellent. Vous avez participé par 2 textes, Réflexivité à l'altérité et religion et femmes. Oui. Alors, réflexivité à l'altérité, dans quel sens quand on parle de réflexivité? Dans le sens de la promotion de la pensée, de la présence de la pensée à ce moment-là? Oui. Alors, la réflexivité, c'est vraiment réfléchir sur des questions qui sont importantes, mais en partant de sa propre expérience. En tous les cas, c'est ça l'idée que j'ai développée dans ce livre. Mais le rôle de la pensée peut être aussi dans les rapports de l'altérité ou la promotion des rapports de l'altérité à ce moment-là? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vraiment penser sur des questions sensibles, réfléchir plutôt sur des questions sensibles en partant de sa propre expérience ou en partant des expériences qui nous ont été partagées tout simplement, dont on a été témoin. Mais vraiment, moi, ma réflexivité, elle est toujours présente, que ce soit dans mon parcours, toujours présente. Toujours en phase, d'accord? Exactement, parce que la médiation interculturelle, pour moi, ce n'est pas une profession, c'est ma vie. C'est votre vie. Exactement, c'est ma vie. Là. Et ça marque l'existence. Vous avez donc mentionné, j'ai pu voir quelques extraits très intéressants. Je vous invite, Madame Bessala, si vous le voulez bien, de nous faire part d'un extrait de cet ouvrage. C'est à vous. D'accord, merci beaucoup. Alors là, j'ai choisi un petit extrait qui est dans le chapitre de réflexivité à l'altérité, pardon. Et là, je parle un peu de mon expérience en tant que femme musulmane. Femme musulmane et pas n'importe laquelle, donc je suis une femme musulmane
voilée, dans une société qui se proclame sécularisée. Donc, alors je dis que les rapports d'altérité parsemés de méconnaissances et de préjugés auxquels je fais souvent face me confrontent à des situations, et c'est souvent l'autre qui définit mon identité et lui construit des murs et des frontières. Cet autre m'impose un choix existentiel et dissocie de cette identité et contre mon gré la dimension féministe que je ne cesse de revendiquer tout en étant pratiquant de la religion musulmane. Et pourtant, mon identité n'est pas figée. Je l'aperçois comme hybride et extensible dans la mesure où elle intègre au fil du temps des épreuves émotionnelles et rationnelles et des éléments nouveaux. Mais quand il m'arrive de faire son examen, je fouille ma mémoire pour débusquer le plus grand nombre d'éléments. Je les aligne, je les assemble, je n'en renie aucun. Donc c'est toute une posture que vous adoptez avec ça. On va rebondir encore sur ça. Restez avec nous, mesdames et messieurs, après la pause. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invitée, madame Fatia Ben Salah. Justement, dans ce livre, à travers le cas des femmes musulmanes, vous mentionnez que vous assumez deux dimensions, celle de la femme pratiquante et un espace, celle de la femme qui est intègre, femme citoyenne surtout. Comment pensez-vous que ces deux notions, que ces deux arguments peuvent se joindre dans la société, dans notre société québécoise? Écoutez, moi, je ne suis pas une femme hypocrite. Je le dis entre parenthèses. Je vous en prie, on est là pour s'exprimer en toute objectivité. Exactement, et je suis une personne très transparente. Très bien, parfait. Et vraiment cacher une part de mon identité à celui avec qui je dialogue, qui est mon concitoyen de la société d'origine, ça serait vraiment pour moi une malhonnêteté personnelle et intellectuelle. Donc, je préfère être la personne que je suis et être pour la personne qui est en face de moi, la personne que je suis. Et je n'ai pas de malaise. Moi, je suis très à l'aise dans les deux espaces de mon existence. Je suis très bien quand je suis dans ma communauté d'origine, et je suis souvent avec les gens de ma communauté d'origine. Et je suis très bien dans la société d'accueil. Je travaille avec mes concitoyens de la société d'accueil, et je me vois comme une personne qui peut faire des ponts entre les deux pôles. C'est très important d'avoir des personnes qui sont dans un espace et dans un autre. Oui. Donc, je ne me vois pas vivre dans un espace et se fermer à l'autre, parce qu'on vit justement dans un espace tous ensemble. C'est une question de territoire. Et on est dans le vivre ensemble. On parle du vivre ensemble, dans le partage, dans le vivre ensemble, dans le dialogue, dans la communication interculturelle. Et maintenant, vous savez, on ne parle plus du vivre ensemble, on parle aussi de la notion de mourir ensemble, qui est très importante. Exactement. Et Liliane Rachdi a beaucoup parlé de ça. Oui, j'allais vous le dire, là, justement, que Liliane avait abordé cette thématique. Et elle a creusé ce concept, elle a beaucoup travaillé sur ce concept de mourir ensemble. Du moment où on vit ensemble et qu'on va mourir ensemble, il faut trouver le moyen de communiquer ensemble et de s'entendre ensemble aussi. Par le dialogue, et vous avez parlé justement... d'après mes lectures, bâtir des ponts à travers une écriture réflexive et le dialogue. Est-ce que c'est l'issue finale à adopter normalement? Est-ce qu'il y a d'autres issues? Est-ce que c'est l'issue qui est vraiment je pense la plus urgente? Oui, la plus urgente, c'est ça. C'est vraiment le dialogue, c'est vraiment la communication. Comme je disais tout à l'heure, quand il y avait la crise des accommodements raisonnables, on s'est rendu compte finalement qu'il n'y avait pas de personnes ressources pour encadrer les dialogues. Comme référence. Voilà, exactement, comme référence. Il y a eu des dérapages. Oui. Donc, on a formé les médiateurs interculturels et depuis 2008 jusqu'à présent, on est rendu à comme 2020 médiateurs interculturels. Québec, regardez ce qu'on peut réaliser, mesdames et messieurs, dans ce cadre de concertation et dans un cadre de médiation. Ça a de l'avenir. Oui, beaucoup. On a formé 220 étudiants jusqu'à présent. Magnifique. Et je vous souhaite une bonne continuation. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien encore, de nous faire part d'un extrait. Là, je vais vous lire un extrait qui porte sur justement toute cette perspective de rapprochement qu'on a mise en place à travers cet ouvrage, à travers le projet qui a été soldé par cet ouvrage. C'est vraiment de se rapprocher, d'abord de rapprocher les femmes entre elles et de se rapprocher aussi des femmes de la société d'accueil, ce qui est vraiment central dans notre projet comme médiation interculturelle. Alors, je disais dans ce chapitre que dans une perspective de médiation et de rapprochement, il est important d'entendre, au-delà des expressions d'hostilité au voile musulman, les blessures vécues par de nombreuses femmes québécoises dans un contexte antérieur de domination de l'Église catholique. Refuser de voir ces liens nous placerait dans une sorte de myopie intellectuelle. Or, dans une analyse à double face,
il y a une autre forme de myopie intellectuelle, là où elles voient la situation des femmes musulmanes dans la réalité migratoire occidentale. Au Québec, les femmes musulmanes, qui représentent à peine 2% de la population, se retrouvent souvent dans divers débats sociopolitiques à vivre une situation qui pourrait se rapprocher de celle des femmes du Canada, France et Québec, qui ont expérimenté le rejet et la discrimination dans les années 60. Lors de ces débats, les femmes musulmanes sont victimes d'une reproduction de la violence de la part du groupe majoritaire. Or, dépassant l'ignorance ou le déni, la société d'accueil doit savoir que beaucoup de femmes immigrantes musulmanes ont mené elles aussi des luttes dans leur pays d'origine contre la domination coloniale, le patriarcat, les injustices sociales, etc. Leur parcours, qui semble dans l'imaginaire à l'opposé de celui de leurs concitoyennes québécoises de souche, leur rejoint dans la réalité à travers l'histoire des luttes féminines et à travers le monde. Par ce fait, nous prenons conscience que ce qui peut rassembler les femmes du Québec, peu importe d'où elles viennent, est beaucoup plus important que ce qui les sépare. Exactement, donc une posture là, de ce qui rassemble est beaucoup plus important que ce qui sépare. Question inévitable, Madame Bensalah, avec ce projet de loi 21, un projet qui est divisé, on peut le dire comme ça, chacun adopte un point de vue non négociable, on peut le dire même comme ça. Comment est-ce que vous voyez la continuité du dialogue à ce moment-là avec un tel projet, de votre point de vue de consultante en médiation? Tout à fait. Donc, j'en parle souvent avec mes étudiants à l'université parce qu'ils me posent des questions. Ce n'est pas le centre de mon cours, mais quand on pose des questions, on est obligé comme enseignant de répondre. Ben, je trouve que le débat doit être encadré d'abord. C'est très important qu'il soit encadré pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et il faut qu'il soit encadré par des personnes qui sont en mesure de l'encadrer. Donc, on peut avoir des débats comme à droite et à gauche, mais est-ce que c'est constructif? Est-ce que ça nous apporte quelque chose de positif dans la société? Est-ce qu'on peut continuer, une fois qu'il y a toutes ces blessures, tous ces dérapages, est-ce qu'on peut continuer de vivre ensemble ou juste de faire semblant de vivre ensemble? Là est toute la question. Oui, exactement. Donc, par rapport à la discrimination, ben, écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, mais les études scientifiques ont clairement démontré qu'il y a des discriminations par rapport aux immigrants de façon générale, mais précisément par rapport aux femmes musulmanes à travers le port du voile. Je pense qu'il y a, et je l'ai dit dans mes chapitres, qu'il y a une parfaite méconnaissance sur la question du voile. Et il y a aussi, là ça renvoie au sociologue Jean Dorion qui a écrit un livre qui s'appelle « Inclure », et dans lequel il explique beaucoup de choses par rapport à ça, parce qu'il a été faire son terrain de façon empirique pour rencontrer des femmes musulmanes et spécialement les femmes voilées et comprendre pourquoi elles sont dans cette position-là. La loi 21, c'est dommage pour la société québécoise parce qu'elle brise le rêve de beaucoup de femmes par rapport à l'emploi. Et je pense que le facteur important, primordial, vital, moi je dirais, de l'intégration des femmes, si on veut plus justement qu'elles restent soumises, comme on sous-entend, c'est la profession, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie professionnelle et financière. L'autonomie professionnelle et financière. Alors, écoutez, c'était tout le temps qu'on avait. Vraiment, merci beaucoup. Parce que moi aussi, je me suis instruit auprès de vous. Je vais clôturer si vous permettez, par rappeler ce livre, mesdames et messieurs, Femmes et féminisme en dialogue, paru chez l'Harmattan, 2019, en France. Merci beaucoup, Madame Bensalah, d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci beaucoup de votre intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.